C'est l'heure de vous informer sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le monde entier a commémoré la Journée mondiale de la météorologie ce dimanche. Cet événement met en lumière l'importance des services météorologiques et climatiques pour la sécurité et la résilience face aux défis environnementaux. Le directeur général de Météo Bénin a ouvert au siège de l'agence à Cotonou les travaux marquant l'événement. Plus de précisions dans ce journal. Depuis 2016, le gouvernement béninois s'est engagé dans une série de réformes pour redresser le secteur de l'industrie et du commerce. Lors d'une émission télévisée, la ministre du Commerce, Shadia Assouman, a passé en revue les progrès enregistrés dans son département. Au cœur de l'actualité internationale, le Sénégal célèbre ce lundi le premier anniversaire de l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République, une année marquée par d'importantes réformes. Les détails dans un instant. À nouveau bonsoir. Le 23 mars de chaque année, le monde entier commémore la Journée mondiale de la météorologie. Elle souligne la contribution capitale qu'apportent les services météorologiques et hydrauliques nationaux à la sécurité et au bien-être de la société. Le directeur général de Météo Bénin a ouvert ce lundi au siège de l'agence à Cotonou les travaux marquant l'événement. Voici le point de la cérémonie d'ouverture avec Romaric Dossa et Bernardin Bounbo. Combler ensemble les lacunes en matière d'alerte précoce, c'est la thématique générale de l'édition 2025 de la Journée mondiale de la météorologie. À l'occasion de cette commémoration, les professionnels de la météorologie du Bénin affirment que le thème retenu met en évidence le travail essentiel accompli par les spécialistes de la réduction des risques et catastrophes naturelles pour que ces alertes précoces débouchent sur des actions concrètes et efficaces. Ce thème rappelle également les nombreux défis auxquels le Bénin fait face afin que les alertes précoces parviennent jusqu'aux personnes les plus vulnérables dans un contexte de changement climatique. Or, les changements climatiques se manifestent déjà clairement à travers l'augmentation des conditions météorologiques extrêmes dans toutes les régions du monde. On assiste de plus en plus à une intensification des vagues de chaleur, des épisodes de sécheresse et de l'inondation. Nous devons désormais être en mesure d'élaborer des prévisions et des produits axés sur les impacts afin de contribuer de façon significative à la prévention des catastrophes. À ces assises, au siège de l'Agence nationale de la météorologie du Bénin, on note également la présence de plusieurs partenaires techniques et financiers, dont l'Agence pour la sécurisation de la navigation aérienne, ASECNA, et la Société des aéroports du Bénin, SAB, lesquels partenaires saluent la qualité des services fournis par Météo Bénin à la population et réaffirment leur engagement aux côtés de l'Agence. Nous sommes disposés dans les échanges techniques, échange d'expertise, afin de permettre à Météo Bénin de grandir et de rendre toujours ses services à la nation. Vous pouvez compter sur la SAB et nous espérons que nous améliorerons au fur et à mesure nos relations sur l'exploitation des données météorologiques, que ce soit du point de vue technique ou en administration comparée. Je crois que ce thème que vous avez choisi est venu au bon moment. Tout en saluant le travail abattu au quotidien par les acteurs de la chaîne de production de données climatiques, le directeur général de Météo Bénin fait la remarque selon laquelle les répercussions des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes deviennent de plus en plus préoccupantes. D'où la nécessité pour les parties prenantes de veiller à ce que le système d'alerte précoce soit une source de protection pour l'humanité. À mi-parcours de la mise en œuvre de certaines initiatives par notre gouvernement dans le but de lutter efficacement contre le changement climatique, nous sommes fiers de rendre compte des progrès accomplis. Toutefois, nous devons aller plus loin et plus vite. Nous devons
innover ensemble pour généraliser les technologies requises. Nous devons également unir pour favoriser la collaboration dans notre pays. L'initiative à l'aide précoce pour tous est désormais plus qu'une initiative, c'est une marque. C'est un objectif ambitieux. Nous sommes déterminés à l'atteindre. Les avancées technologiques et l'intelligence artificielle promettent de révolutionner la prévision météorologique. Néanmoins, nous devons veiller à offrir des chances égales à tous et à ne laisser personne de côté. Nous devons combler les lacunes en matière de données et d'observations météorologiques. Nous devons faire en sorte que le dernier des Béninois ait accès à nos informations climatiques. C'est notre devoir. Et pour marquer d'une pierre blanche cette édition de la Journée mondiale de la météorologie, Météo Bénin a initié une série d'activités dont des journées portes ouvertes qui prennent fin le 26 mars prochain. Autre information dans ce journal, la récente interview de Patrice Talon chez nos confrères de Jeune Afrique fait beaucoup réagir au Bénin. Entre critiques et doutes, l'opinion publique et la classe politique commentent de la manière les propos du président. Voici le président de l'IDPA, Lot Huenou, nous partage son analyse. Il est au micro de Valentin Ajiboucha. C'est heureux de voir un chef d'État pondéré. Oui, Patrice Talon m'a rassuré. Et en face de l'Afrique, bien entendu, sur des questions aussi pointues. Troisième mandat, en premier lieu, a fait coup d'État. Voyez-vous, et a fait coup d'État, j'ai vu un chef d'État rassurant. Il a fait le récit des faits pointus avec des dates données. Parce que ça a été d'un colonel, et TV au Bénin, on connaît cette famille-là. Alors TV a écrit les belles pages de l'histoire de notre République. Et donc celui qui porte son nom doit savoir qu'il a l'obligation, bien entendu, de respecter la lignée de la famille. Revenant à ce pan pointu, Patrice Talon nous a édifié par rapport aux faits. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, moi, qui ai douté à l'entame de cette affaire, j'ai regretté que j'ai dévancé les faits. Parce que j'ai dit, Bokor Olivier est un religieux, il ne peut pas se retrouver dans ça. J'ai la faiblesse même de croire que Bokor a été envoûté au regard du récit du chef de l'État. Et donc, j'ai cru, bien que je m'associe à la décision de justice, à la grosse qui culpabilise Bokor Omeki ici, mais j'ai cru, quand j'ai entendu Patrice Talon nous raconter ce qui s'est passé réellement. Cela veut dire que des gens ont voulu attenter à la sûreté de l'État. Les gens ont voulu créer ce que nous appelons insurrection dans la République. Les gens ont voulu donc créer ce qu'on appelle mesure exceptionnelle. Il faut se lever à 8 heures pour fermer les portes à 18 heures. Et donc, c'est des gens qui ont voulu pécher contre notre pays. Heureusement que Tévoé Dre est un citoyen convaincu d'une bonne gouvernance. Il est un patriote que nous devons donc célébrer. Voilà, nous croyons désormais qu'il y a un coup d'État déjoué. Dites-vous, s'il y a l'effectivité du coup d'État, on ne peut pas faire un coup d'État sans qu'il y ait l'utilisation des armes. Il y a dans d'autres pays comme au Niger, au Burkina, on dit bon, il n'y a pas eu de diffusion de sang, non, mais c'est un langage technique pour apaiser le peuple. On ne peut pas faire coup d'État sans qu'on ne tue quelqu'un. Donc, Bokor Olivier, il a fait ça, comme l'a dit le chef de l'État, et que je crois désormais, il est pire qu'un monstre. Mais, ils étaient des amis. Je sais qu'il y a une grande amitié de sang qui circule dans la veine des deux personnages. Il faut aller au pardon désormais. Puisque j'ai dit, sans la justice, pas de pardon. Il est temps qu'on aille sur le terrain de pardon. Parce que nous, de nos affirmations, on va briser le lien donc de la fraternité qui existait, j'ai dit, entre les deux frères. Parce qu'en 2015, on a vu Bokor Olivier qui a offert sa poitrine. Si Boni Yahi ouvrait le feu sur tous ceux qui venaient contre lui, le premier qui allait donc partir, c'est Bokor Olivier. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne suis pas Dieu pour le dire, mais je pense qu'il faut aller au pardon. Dans le reste de l'actualité, depuis 2016, le gouvernement a initié une série d'actions visant à restaurer l'image de l'industrie et du commerce. Ces réformes ont déjà commencé à changer de façon très significative l'environnement de l'industrie. C'est la quintessence de l'intervention télévisée de la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Assouman, qui a présenté les réalisations de son département depuis 2016. Suivant. Avant 2016, je voudrais saluer le courage
de ceux qui ont entrepris et de ceux grâce à qui on a trouvé une industrie embryonnaire qui se résumait à l'égrenage de coton, quelques cimentiers et quelques 3 ou 4 industries qui bénéficiaient des dispositions de zones franches industrielles. Voilà ce à quoi se résumait notre industrie. Et vous savez, ce n'est pas avec ça que nous allons créer 300 000 emplois, ce n'est pas ça qui occupera ne serait-ce que 10% de notre jeunesse. C'est plutôt mettre en place une politique industrielle qui permettra d'absorber la jeunesse, mais surtout de créer la richesse, l'emploi et également de mettre en place une politique qui nous permet d'avoir également de la compétence. La première réforme majeure dont je vais parler, ça sera plutôt une réforme réglementaire. C'est l'ambition que nous avons affichée à travers nouveau code des investissements. Un code des investissements ambitieux à travers donc la loi 2020-02 du 20 mars 2020 qui nous a permis d'attirer plus d'investisseurs, de rendre le Bénin attractif. Et donc, c'est ce code des investissements qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à plus de 40 industries réellement installées, non seulement dans les zones industrielles, mais également hors des zones industrielles et d'ailleurs sur tout l'étendue du territoire. Nous sommes très fiers également de vous parler de la zone économique spéciale qui nous hisse dans le pays, dans le concert des nations industrielles aujourd'hui en Afrique. On ne parle pas d'industrie en Afrique, effectivement, sans parler du Bénin. Et donc, c'est grâce à cette zone économique spéciale qui a été renforcée donc, par la loi 2022-38 du 3 janvier 2023 qui permet d'avoir toutes ces dispositions qui créent énormément d'emplois. Pour donner notre idée, aujourd'hui, Glodibé, c'est plus de 30 000 emplois. Et notre ambition, c'est qu'en 2030, on soit à 300 000 emplois. Glodibé, c'est une ville dans la ville. Et donc, une fois encore, c'est grâce à cette ambition qui est affichée clairement d'ici le Bénin dans le Conseil des Nations des pays industrialisés. De toutes les façons, aucun développement n'est possible sans industrie. Nous avons le coton, nous sommes premiers producteurs, d'ailleurs que depuis 2016. Nous parlons du soja, où nous faisons plus de 500 000 tonnes. Nous parlons d'anacarde. Nous parlons de karité, dont la nature nous a fait don, puisque le karité, ce n'est pas de la récolte, mais c'est plutôt de la collecte. Donc nous faisons de la collecte de noix à travers les femmes et après on doit transformer. Grâce à Glodibé aujourd'hui, toutes ces spéculations sont transformées. Pour la première fois, on parle de réelle industrie textile. Pour la première fois au Bénin. Quand, grâce aux politiques mises en place, que ce soit agricoles ou énergétiques, on est arrivé à être premier producteur de coton, c'est avec beaucoup de fierté qu'on arrive à dire oui, nous allons enfin parler d'une réelle industrie textile. Nous avons aujourd'hui des capacités installées à Glodibé et d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire. Nous pouvons sans nous tromper dire qu'on peut aujourd'hui transformer la quasi-totalité de notre production d'anacarde. Pour le soja, pareil. Nous allons bientôt atteindre notre 100% de notre transformation en termes de soja. Nous n'y sommes pas encore, mais nous y arrivons. Le Bénin gagne de l'emploi. Le Bénin gagne de la compétence. Parce que ces industries-là qu'on n'avait pas aujourd'hui, il faut un transfert de compétences. Quand vous arrivez sur le site, vous allez voir de toutes sortes, enfin, toutes nationalités, y compris également des nationalités qui ont des compétences particulières. Le cajou, on ne sait pas manger du cajou. Moi, je sais faire du cajou pour les apéritifs, mais je crois que ce n'est pas ici que nous faisons le plus de sauce de cajou, c'est plutôt vers ces pays qui ont eu le courage, dont les ressortissants ont eu le courage de venir investir pour pouvoir donc exporter le produit fini. Le Bénin gagne de l'emploi, le Bénin gagne également des taxes. Quand on met en place un écosystème, l'écosystème est circulaire. Ce n'est pas eux qui amènent les transporteurs. Ils consomment de l'énergie. Ils consomment des services,
ils consomment les services bancaires. Et voilà, c'est un écosystème qu'il faut regarder. Le Bénin ne dit pas, voilà, je vous ai mis à disposition de l'énergie, j'ai investi avec vous pour mettre une usine textile, et bien je revois tout de suite. Non, je vois tout ce que je gagne globalement. Et parce que quand on met en place un produit, enfin des projets comme ça, quel est l'impact social? C'est cela même. Quel est l'objectif de l'industrialisation? C'est de transformer le quotidien des Béninois. Voilà, ce n'est pas de dire je mets des caisses juste dans les caisses du Trésor. Qu'est-ce que les caisses du Trésor font? C'est créer des infrastructures sanitaires, éducatives pour transformer le Bénin de demain. Nous construisons le Bénin de demain à travers ces projets-là. En interactualité au Sénégal, cela fait 1 an jour pour jour que Bassirou Diomaye Faye a accédé à la présidence, élu le 24 mars 2024 avec 54,28% des suffrages. 12 mois plus tard, son gouvernement, dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, a lancé plusieurs initiatives dont un nouveau plan de développement économique baptisé. Le reportage. Le 24 mars 2024, après de longs mois de tensions et d'incertitudes, Bassirou Diomaye Faye remportait la présidentielle au Sénégal. Une élection historique qui a suscité beaucoup d'espoir dans le pays. Mais 1 an après, les premiers actes laissent un sentiment mitigé. Le projet, c'est zéro faute. Nous avons confiance que ça va marcher, mais il faut qu'ils acceptent les critiques, parce que les critiques ont un côté positif en ce sens qu'elles vous permettent de vous améliorer. Nous n'avons rien vu des promesses du gouvernement. Il nous avait demandé de nous battre en promettant aux jeunes des projets et en nous assurant qu'il y aurait du travail, mais nous n'avons encore rien vu. Depuis son élection, Bassirou Diomaye Faye multiplie pourtant les actes forts. Réduction des denrées alimentaires, assise de la justice, audit de l'administration, mesures pour relancer l'agriculture. Mais c'est loin du compte selon cet opposant. Il s'agit effectivement d'une déception. Par rapport à leur document référentiel, il n'y a aucun projet actuellement qu'ils ont lancé qui effectivement émane de leur référentiel appelé Sénégal Vision 2050. Il y a gros à faire. Je pense que pour le moment, il faut d'abord trouver des mécanismes pour relancer notre économie. Dans cette perspective de relance économique, justement, le gouvernement d'Ousmane Sonko a déjà lancé une grosse purge pour assainir l'administration et optimiser les finances publiques. Des mesures que salue cet analyste en dépit des critiques. Moi, je considère que le bilan est généralement positif. Quand on voit en termes de loi, la justice qui était un peu un maillon faible et qui a été beaucoup décriée, il a organisé les assises de la justice. Aujourd'hui, le rapport que certains Sénégalais ont avec l'argent public, mais franchement, ce n'est pas un très bon rapport. Les gens détournent à tout va et il est bon les actes qu'ils sont en train de poser, laisser le pôle judiciaire financier sanctionner. Mais quel que soit le bilan de cette première année de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, les Sénégalais attendent encore plus de son régime, autant sur le plan économique que social. Le gouvernement du Burkina Faso a exprimé sa vive inquiétude face à une campagne de désinformation orchestrée par des individus malveillants. Des vidéos manipulées présentées comme des preuves de massacre de civils par des supplétifs de l'armée circulent activement sur les réseaux sociaux. Le gouvernement dénonce fermement ces agissements et met en garde contre la diffusion de ces contenus trompeurs suivants. Le gouvernement burkinabé met en garde contre la publication de vidéos trafiquées et dénonce une campagne de manipulation, alors que de nouvelles vidéos de supposés massacres de civils commis par les supplétifs de l'armée circulent sur les réseaux sociaux. Le gouvernement a doublé la mise en garde du procureur de la République dans un communiqué publié le 22 mars. Dans ce document, le porte-parole du gouvernement déplore les tentatives de manipulation de la part de personnes mal intentionnées qui tenteraient, avec des montages, de nuire à l'image du Burkina Faso. Ces nouvelles vidéos sont présentées comme un massacre commis dans la commune de Gaïeri, dans la région de l'Est. À la suite de la publication de ce communiqué, le procureur Blaise Bazier a lancé un appel à témoins pour aider les enquêteurs à interpeller les auteurs ou complices d'appels à la haine visant les profils, personnes et groupes Facebook qui publient des messages haineux. La Namibie a une nouvelle présidente et pour la première fois, c'est une femme, Netundo Nandi-Ndaitwah, a prêté serment ce vendredi à Windhoek après des élections contestées en novembre dernier. Plusieurs chefs d'État africains ont fait le déplacement pour assister à l'événement. Le reportage.
La nouvelle présidente de la République namibienne a prêté serment vendredi, au lendemain de l'élection par le Parlement namibien. Netumbo Nandi Ndaitwah est la première femme présidente du pays. Je me tiens donc devant vous aujourd'hui avec une profonde gratitude et un grand sens des responsabilités envers le peuple namibien qui m'a accordé sa confiance en m'élisant 5e présidente de la République de Namibie pour diriger cette grande nation au cours des 5 prochaines années. Netumbo Nandi Ndaitwah accède ainsi à la plus haute fonction de son pays, près de 60 ans après avoir rejoint le mouvement de libération, luttant pour l'indépendance face à l'Afrique du Sud de l'apartheid. Âgée de 72 ans, elle a remporté les élections en novembre et succède à Nangolo Mbumba, qui assurait la présidence de la Namibie depuis février 2024 à la suite du décès du président Hage Geingob. Mon investiture aujourd'hui a lieu dans le contexte des fondations solides qui ont été posées par mes prédécesseurs. Notre président fondateur, le Dr Sam Nujoma, qui a mené la lutte pour la libération et a posé des bases solides pour la paix, la stabilité politique, la démocratie et le développement social et économique. Netumbo Nandi Ndaitwah est devenue l'une des rares femmes à diriger l'Afrique après Ellen Johnson Sirleaf, ex-présidente du Libéria, Joyce Banda au Malawi et Samia Suluhu Hassan, actuelle présidente de la Tanzanie. Le pape François a fait ce dimanche sa première apparition publique depuis plus de 5 semaines, saluant la foule du balcon de l'hôpital Gemelli de Rome avant sa sortie de l'établissement prévue dans l'après-midi. Le souverain pontife doit rentrer au Vatican après plus de 2 mois d'hospitalisation pour une double pneumonie et y entamer une convalescence qui durera au moins 2 mois suivants. Le pape François de retour au Vatican après 5 semaines passées à l'hôpital en raison d'une pneumonie pour laquelle son pronostic vital était en jeu. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées devant l'hôpital où il a fait son apparition. Et bien que le pape soit apparu faible, de nombreux fidèles se sont dit heureux et soulagés de le revoir. J'étais tellement heureuse, l'attente a été longue. Dès que j'ai appris qu'il était malade, j'ai commencé à prier. Je suis venue ici le tout premier jour où il a été hospitalisé. Je lui ai dédié ma prière et j'étais si heureuse quand j'ai entendu qu'il sortirait pour nous donner une bénédiction. Alors je suis si heureuse, si excitée. Les médecins ont déclaré qu'il aurait besoin de 2 mois de repos pendant lesquels il devra s'abstenir de rencontrer de grands groupes de personnes ou de faire des efforts. Mais ils ont ajouté qu'à terme, il devrait être en mesure de reprendre ses activités normales. Le chef de l'Église catholique âgé de 88 ans a subi 2 crises pendant son hospitalisation. C'est bien et cela donne beaucoup d'espoir parce que lorsque nous sommes venus la première fois, quand les nouvelles avaient été annoncées, nous pensions que c'était la fin. Mais cela a vraiment apporté de la joie dans mon cœur de voir le pape traverser tout cela. C'est un très bon combattant. Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a refusé de confirmer les événements à venir, y compris l'audience prévue le 8 avril avec le roi Charles III ou la participation de François au service de Pâques à la fin du mois. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.